Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. De n'avoir pas dit merci pour tous ces siècles d'esclavage au cours desquels nous avons été réduits en bêtes de somme. Merci pour cette mission civilisatrice qui nous a débarrassés de nos traditions, de nos croyances, de notre identité, de nos religions. Merci pour le partage à Berlin en 1885 de notre continent qui nous a si généreusement débarrassés de nos encombrantes richesses pour les rendre plus utiles à qui de droit, l'Occident. Merci pour cette colonisation qui a poursuivi le travail en faisant de nos territoires vos propriétés exploitées avec nos propres bras. Merci pour nos centaines de milliers de tirailleurs morts enrôlés de force pour défendre la métropole éternelle face aux Allemands en 1914 puis en 1940. Ces guerres nous ont permis de nous débarrasser des centaines de milliers d'hommes inutiles, encombrants, dont nous n'avions absolument pas besoin. Merci pour votre extraordinaire gratitude vis-à-vis de ceux qui vous ont aidé à vous libérer du joug nazi et que vous avez froidement assassinés parce qu'ils avaient, à Tiaroy, où on les avait parqués, tout simplement eu l'outrecuidance de réclamer leur solde. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois il a fallu les pousser. Mais je vais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Oubliez de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Plus de 400 ans à traiter les autres avec violence, mépris, leur niant même jusqu'à leur humanité, ou celui qui pendant tout ce temps a subi cette agression sans pouvoir se défendre. Avec un sentiment de honte pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier aux peuples indigènes et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec la comité d'historiens que nous avons installé. Pendant des siècles, ont été remis à quelques nations arrangeantes. Ces objets, les moins symboliques, libérés par les musées, et quelques déclarations de bonnes intentions, seraient-elles suffisantes pour effacer ce lourd passé d'esclavage? Je ne veux pas ici revenir sur la longue et insupportable traite négrière, qui est reconnue par tous comme la plus grande violence de toute notre ère. Je pense que même les révisionnistes et autres négationnistes de tout poil ont finalement reconnu cette réalité, cette violence faite par les Européens aux Noirs d'Afrique. Choisi d'indemniser les propriétaires d'esclaves pour les dédommager de la perte économique entraînée par l'émancipation générale. Une loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves a été votée les 19 janvier, 23 et 30 avril 1849 à l'Assemblée nationale. Cette loi va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves, soit 1,3% du revenu national d'alors, l'équivalent de 27 milliards d'euros d'aujourd'hui. Rien pour les esclaves libérés, rien. Aujourd'hui, de grandes fortunes et entreprises françaises se sont nourries de l'esclavage et continuent de prospérer. La Royal Bank of Scotland, la Lloyds Bank, la Bank of England et le brasseur Greene King ont reconnu que certains de leurs fondateurs avaient bénéficié de la traite des Noirs. Une base de données britannique de University College of London, nommée British Slave Ownership, a publié des informations exhaustives sur les expéditions négrières pour que les entreprises reconnaissent leur lien avec la traite transatlantique. Nous avons
un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder des questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en mon nom par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. Seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Parce que l'histoire de l'esclavage, nous devons la connaître, l'enseigner et en tirer toutes les leçons pour que l'exploitation des êtres humains puisse être combattue avec la plus grande énergie. En tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans, le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. C'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Et donc, après la colonisation, leur histoire, leur vie, leur éducation, leur vécu, leur économie plongent leurs racines dans les blessures du passé, dans le mal que l'on a fait et continue de faire à leur continent, et à eux-mêmes, et à leurs parents. Qu'elles soient nées hier, ou aujourd'hui, ou pendant la colonisation, la jeunesse est le fruit de cette histoire. Et je pense que si l'on parle encore, et le néocolonialisme n'est pas une vue de l'esprit comme semble le penser la vraie classe intellectuelle française. Les pillages dans les mines de RDC, de Guinée, les contrats léonins d'Areva, l'ancêtre d'Orano, et bien d'autres qui ont cours sur le continent ont un impact direct sur la vie des citoyens. Les soutiens actifs à certains chefs d'État sur le continent contre leur peuple pour protéger les intérêts de l'ancienne métropole sont des réalités. Des réalités auxquelles vous-même, Monsieur le Président, vous avez pris l'engagement de vous battre pour y mettre un terme. Je n'ai envie d'être connecté à leur histoire, à l'histoire de leur peuple pour mieux se construire dans ce monde particulièrement violent et face à des civilisations dont la guerre est la principale forme d'expression. Il a pensé qu'on allait prendre une ardoise magique comme les enfants. Vous savez, on allait tirer et puis il n'y avait plus rien. Mais l'ardoise magique, ça ne fonctionne pas. Il a dit replions. Il a été au Burkina Faso en disant aux jeunes replions les rétroviseurs, regardons devant, ne nous occupons pas du passé. Sauf que vous avez les Camerounais. Alors après, le Rwanda, il y a eu le rapport Rwanda, il y a un rapport sur l'Algérie, il y a un rapport. Et les gens ont envie de parler de cette période-là. Pour pouvoir passer à autre chose. Vous avez subi la balançoire comme torture. Comme torture, la bénédiction d'eau, quand on dit bénédiction d'eau, ça veut dire on vous amène dans un tonneau mis les piments, machin et le sel, machin, ainsi de suite. On vous plonge la tête. Quand vous vous soulevez, vous entendez comment partout vous fait mal. Ou vous avalez, ou vous ainsi de suite. J'ai fait tout ça à la chaîne, ça consomme. Tout ce que nous voulons en réalité, c'est que la France puisse reconnaître la responsabilité qui est la sienne par rapport au massacre des populations. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. La fameuse transition énergétique dont tout le monde parle se fera avec l'Afrique ou ne se fera pas. Et celui qui veut rester sur le continent devra changer de logiciel parce que la peur ou le doute n'habite pas cette jeunesse. Cela n'aura échappé à personne que les dirigeants qui expriment aujourd'hui avec force et action leur colère, leur rejet, leur refus de continuer cette relation avec la France sont plus jeunes ou de la même génération que le président Emmanuel Macron. Qu'il s'agisse du maréchal Mahamat Déby, du Tchad, du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, d'Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, de Diomaye Faye, le président du Sénégal, ou du général Assimi Goïta du Mali. On est donc en face d'un changement de génération radical. Je crois qu'il se trompe d'époque. Les seuls dirigeants dans cette galaxie francophone qui semblent avoir gardé une sorte de dialogue avec Paris
qui semblent préserver leurs accords sont les plus âgés, comme les présidents Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, Paul Biya du Cameroun ou Patrice Talon du Bénin. Le reste réclame un autre type de relation basée sur le respect et l'égalité, le partenariat. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Et on ne peut pas ne pas partager la douleur des familles. C'est triste et on s'incline devant leur douleur. Puisse leur sacrifice ne pas être vain. Mais il ne faut pas jouer à nous le rappeler régulièrement. Parce que la tristesse ne fait pas oublier la réalité des faits. Il s'agissait de soldats en mission. Une mission décidée par leur pays. Mission qu'ils ont acceptée dans le cadre de leur travail de militaire. En revanche, ils étaient 300 000 en 1914, enrôlés de force, sans formation militaire, à aller combattre contre un ennemi qu'ils ne connaissaient même pas et contre lequel ils n'avaient aucun grief. Cette dette de sang, elle s'est d'abord nouée dans la Grande Guerre. Entre 1914 et 1918, plus de 130 000 combattants de l'Afrique de l'Ouest et équatoriale française ont été engagés. La plupart n'étaient pas citoyens français. Ils avaient été, si je puis dire, convoqués, pour ne pas dire cherchés, là où ils vivaient, pour être emmenés sur les lieux de combat, loin, loin, très loin de leur village. Ces hommes se sont battus avec la même bravoure que les poilus français, essuyant les mêmes pertes, vivant le même enfer, auquel s'ajoutait la morsure du froid et la douleur du dépaysement. Souvent, le plus souvent blessés ont été rendus à leur famille sans remerciement, sans gratification, sans un quelconque merci. Quelques années plus tard, malgré cette ingratitude, ils étaient encore près d'1 million à aller de l'Afrique équatoriale française à l'Afrique occidentale française et du Maghreb, réunis sous une appellation méprisante qui illustrait déjà le peu de considération que l'on avait pour eux, tirailleurs sénégalais. Encore une fois, ils étaient, pour l'écrasante majorité, enrôlés une fois de plus par la force pour aller se battre dans l'enfer du Nord, en Allemagne, en Provence et dans de nombreux autres terrains de conflit, contre le même ennemi allemand qui leur était étranger, avec lequel ils n'avaient aucun contact ou aucun grief. Ils apprenaient en arrivant qu'ils venaient pour sauver la mère patrie des méchants nazis. C'est par centaines de milliers qu'ils y ont été massacrés. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, la France mobilise les troupes coloniales. En juin 1940, ce sont ainsi près de 65 000 tirailleurs sénégalais qui sont engagés dans les combats en métropole. Le 17 juin, le maréchal Pétain, tout juste nommé président du Conseil, s'adresse aux Français et annonce qu'il faut cesser le combat. Pourtant, à quelques kilomètres au nord de Lyon, les hommes du 25e régiment de tirailleurs sénégalais continuent à se battre sous les ordres de leur chef pour retarder l'ennemi et couvrir les arrières de l'armée des Alpes. Le 20 juin, à Chasselet, cernés de toutes parts, les tirailleurs s'engagent dans un dernier combat. Mais bientôt, à court de munitions, ils sont finalement capturés. Dans cette guerre où ils n'avaient rien à faire, ils ont payé le prix du sang. Les soldats africains furent de nouveau appelés lors du deuxième conflit mondial du siècle dernier. Il y avait en juin 1940, en France, sur le sol français, près de 75 000 Africains qui étaient au front. La moitié furent faits prisonniers. Ils furent enfermés dans des camps en France. Je dis bien en France, car l'occupant nazi, dans sa folie raciste, se refusait à les détenir sur son sol. Et c'est au moment où la France sombrait que d'autres Africains, restés sur le continent, se levaient pour rejoindre le général de Gaulle. La France libre, mesdames et messieurs, fut aussi africaine. On les a parqués dans un camp dans la banlieue de Dakar, et lorsqu'ils ont eu le culot de réclamer leur maigre pécule, on les a froidement massacrés à Tcharoy. Les événements qui ont eu lieu ici, en décembre 1944, sont tout simplement épouvantables.
insupportable. Naturellement, on n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. L'historienne Armelle Mabon qui dit c'est pas 30 mais 300 tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France, qui ont été massacrés à Tiaroy. Donc c'est pas rien. Et ça suffit pas. Non, ça suffit pas parce que encore une fois, c'est le mémorial, tout passe sauf le passé. Ils sont manifestés sans être armés. Ils n'avaient pas d'armes. On les a tués lâchement. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas été punis. C'est ça le mal. Ceux qui ont fait ça n'ont pas été punis. Aucune mémoire de ça et c'est terrible. C'est terrible qu'il n'y ait pas de mémoire des événements passés, qu'il n'y ait pas de cette transmission-là. Et d'une certaine manière, les massacrés de Tiaroy, s'ils ne sont pas connus aujourd'hui, c'est comme si ils n'avaient pas existé. C'est quand même assez grave que l'armée française ait commis ce genre de choses parce que ça prouve en fait que cet idéal de on libère les gens, on fait les choses parce que on veut rendre le monde meilleur et parce que on a une idéologie positive et noble derrière nous, ça prouve qu'en fait c'est pas le cas puisque à la moindre contestation, on tue les gens. Oui, la France libre fut africaine parce que c'est avec des Africains que le général Leclerc lança l'épopée de la 2e DB. Oui, la France libre, ou plutôt la France libérée fut africaine grâce aux ressources, aux matières premières de l'Afrique qui ont alimenté l'effort de guerre et permis la victoire. Je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. C'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devra nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. On n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Avec la défaite de la Jamaïria, ce n'est plus des armes qui viennent, c'est des hommes. C'est des milliers d'hommes qui sont venus, mais c'est des armées organisées. Ces gens sont venus en grande masse et ont déferlé dans la bande sahélo-sahélienne. L'État libyen, vous le savez, c'est un des pays les plus armés du continent. Toutes ces armes aujourd'hui ne se trouvent pas dans les magasins, mais toutes ces armes se trouvent au sud du Sahara, dans le Sahel, dans nos propres pays. La décision d'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État africains qui y ont participé, qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je parle au nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontalier avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences. Quand des dirigeants européens veulent expliquer comment créer la stabilité dans la région, je pense qu'ils sont souvent mal placés. Mal placés parce qu'évidemment, aucun dirigeant européen ne devrait parler de la région sans d'abord se rappeler, regretter et condamner l'invasion de la Libye et la guerre qui a été portée en Libye, qui a détruit un pays et déstabilisé la région. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'années, malgré les moyens qu'elle y a mis avec ses partenaires de l'Union européenne, elle n'a pas réussi à stopper l'avancée des terroristes de tout poil qui se sont multipliés dans cette région à la faveur de la chute de la Libye avec son immense réserve d'armes. Elle doit donc être plus discrète lorsqu'elle parle de son rôle dans cette région. Elle doit se souvenir qu'elle est fortement responsable du chaos ambiant.
Au passage, ils sont quelques-uns, et pas des moindres, à rappeler au président français qu'ils ne leur doivent pas leur souveraineté. Le Sénégal, le Tchad, le Niger et quelques autres. Il est également rappelé le rôle trouble de l'Union européenne dans la région, notamment avec le soutien apporté par l'Ukraine à des groupuscules terroristes dans le Sahel. Un message de trouble qui vient clairement conforter les Africains dans le fait que l'Europe ne joue pas franc jeu et qu'elle pousse le bouchon tellement loin qu'elle soutient les terroristes qu'elle disait combattre jusque dans le Sahel. Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et à les imposer également, je dirais, un petit peu au monde. Et y compris même, je veux dire, il faut les infester avec des fake news, etc. Il faut vous êtes pour une contre-guerre hybride. Moi, je suis pour une contre-guerre. Vous les mêmes méthodes. On l'a déjà fait. Hein. C'est déjà arrivé. On va raconter des choses en Afrique. Juste. Où ça a été fait. Oui. Mon pays s'inquiète du soutien accordé par des entités étatiques au terrorisme. Ces parrainages que nous n'avons eu de cesse de dénoncer et que d'autres considéraient comme une simple vue de l'esprit ont été récemment portés à la face du monde par une attitude paradoxale de l'Ukraine. En affirmant sans équivoque son implication dans les attaques terroristes qui ont causé la mort d'éléments de forces de défense et de sécurité maliennes à Tizawaten et en avouant son soutien au terrorisme international, particulièrement au Sahel, ce pays a donné un aperçu des activités subversives qu'il mène au Sahel, à l'instar d'autres États actifs dans les coulisses de la trahison. Ne suit pas. Le Sud global, comme on dit aujourd'hui, ne vous suit pas. Il n'adhère pas à votre vision. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont le sentiment d'un 2 poids, 2 mesures. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous trompez pas. C'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Un Africain, je veux dire, à partir de ce moment-là, où même si son chef d'État, il est vraiment, même s'il sait qu'il est corrompu, etc. Mais le mépris que va avoir Emmanuel Macron, qui fait vraiment sentir qu'il a une détestation de toute cette ancienne précaré, le droit d'aînesse et autres en Afrique, on ne parle pas comme ça. De mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour, et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être encore allemande. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain, et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Effectivement, regardez cette image, Jean-Noël Barrot et son homologue tchadien, Abderrahmane Boulamaya, côte à côte, en partenaire. On est au Tchad hier, je répète, hier, dans la nuit, alors que Jean-Noël Barrot quitte à peine le sol tchadien, son homologue fait publier ce communiqué sans préambule, sans avertissement.
Il annonce mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française. Cette décision marque un tournant historique. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière. En clair, le Tchad demande aux militaires français présents dans le pays de partir après un siècle de présence. Tout indique que Paris n'était pas au courant de cette annonce. Bref, c'est une gifle. Et qui maintenant que Déby n'a plus besoin de nous jette comme une vieille chaussette. Nous et notre arrogance coloniale. Nous et notre armée en déshérence, incapable d'endiguer le djihadisme au Sahel. Nous et notre Macron, qui est devenu la risée de la communauté internationale. Nous et nos aumônes ridicules de 5 sacs de riz et de 10 nattes donnés aux anciens combattants tchadiens de l'armée française, qui pourtant ont donné leur sang pour défendre notre pays.